populaire républicaine. François Asselineau, 59 ans, est l'un des 11 candidats à la présidentielle. Il est notre invité ce soir. Bonsoir, monsieur Asselineau. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. 3 points forts de votre programme. Une sortie de la zone euro et de l'Union européenne, mais aussi une sortie de l'OTAN. Profondément eurosceptique, donc, mais quand on vous qualifie de souverainiste, là, vous n'êtes plus d'accord. On est d'accord? Oui, je suis d'accord. Voilà, on va en dire plus évidemment dans un petit instant. Alors on est à 10 jours pile maintenant du premier tour de la présidentielle. À combien estimez-vous vos chances de vous qualifier? Je vous poserai la question évidemment dans un petit instant. Votre regard sur l'actualité, vos promesses, votre programme bien sûr, et puis vos adversaires. On en parle dans cette émission, dans cette première partie. Ce soir, François Asselineau, candidat de l'Union populaire républicaine à la présidentielle. Bienvenue, monsieur Asselineau. Merci. Merci d'être là. François Asselineau, vous doutez de pas mal de choses, de l'Europe, de l'OTAN, de ce qui se passe en Syrie, on va y venir dans un petit instant, mais aussi des sondages, mais pas de ce qui se passera le 23 avril et peut-être même le 7 mai. Vous avez dit je serai une des surprises du premier tour. Oui, on est à 10 jours. Comment en êtes-vous aussi sûr? Écoutez, je le pense. Moi, je fais des meetings où il y a énormément de monde. Non seulement il y a beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de ferveur. D'ailleurs, j'en fais un demain à Nice, après-demain à Marseille. On attend beaucoup de monde. Et puis j'en ferai à Lyon. Beaucoup de monde, monsieur Asselineau? Les salles pleines, c'est-à-dire 1500 personnes comme à Lille, 1000 personnes ou 1200 personnes à Montpellier. C'est beaucoup. Vous vous souvenez de Mélenchon, place de la République à Paris, il y a 3 semaines de cela à peu près? On était à combien? Alors j'en sais rien. Sans doute que M. Mélenchon fait sans doute plus de monde. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais M. Mélenchon, il bénéficie d'une couverture médiatique depuis des années, alors que moi, ça fait quand même depuis 15 jours simplement que les Français me connaissent. Et j'estime que je suis en train de faire une percée. On a une vraie dynamique. Alors c'est intéressant ce que vous dites. Vous faites une percée. Ça veut dire quoi? Post-débat? Oui, post-débat, mais surtout, je suis quand même beaucoup connu sur Internet. Écoutez, les bookmakers britanniques, par exemple, me classent avant Hamon. Bien sûr. Pas seulement les bookmakers britanniques. On apprend ce soir que les algorithmes de YouTube montrent que je passe avant M. Hamon. Donc ce sont des éléments très impressionnants. Donc là, par contre, vous doutez pas. Alors quand il s'agit des algorithmes, là, vous vous y fiez? Non, je dis simplement, ce sont des éléments d'appréciation. De même que, par exemple, la chaîne YouTube de l'Union populaire républicaine, on est à 11 500 000 vues. C'est beaucoup. M. Macron, je crois, est à 1 500 000 vues. C'est beaucoup, mais alors comment vous expliquez, M. Asselineau, que, par exemple, vous plafonnez à 0,5% dans le Rolling Paris Match de lundi, même chose dans le sondage du jour, et là pour les Échos, alors que Philippe Poutou, par exemple, qui a aussi vraiment fait le buzz après le débat de la semaine dernière, lui, il a doublé la mise. On est à 2% désormais depuis le débat. Et vous, toujours 0,5. Écoutez, nous allons voir. Moi, je sais que c'est impossible, je pense, qu'on fasse 0,5, puisqu'au régional de 2015, il y a donc bientôt 2 ans, nous avions rassemblé 190 000 électeurs, c'est-à-dire près de 0,9% des suffrages, alors que j'ai d'être quasiment inconnu, que nous avions 6 000 adhérents, alors que maintenant nous en avons 24 000. Donc je pense honnêtement qu'il me paraît vraiment peu probable que je fasse 0,5. Mais j'attends qu'un sondage me donne à -3, et à ce moment-là, ça sera un record du monde. Mais donc vous vous voyez véritablement au second tour, sincèrement? Je ne sais pas. Je pense en tout cas que je vais faire un score impressionnant, parce que d'ailleurs, il suffit de voir dans la rue, et je suis constamment abordé par des gens qui me disent je vais voter pour vous, et qui me demandent des selfies ou qui me demandent des autographes. Voilà. C'est ça. Vous savez que la notoriété ou la curiosité, même sur YouTube, même les algorithmes, ne fait pas le vote dans l'urne. D'autres c'est vrai, vous avez raison, mais vos confrères qui sont allés voir certaines de mes meetings ont été frappés non seulement par le nombre, mais par la ferveur des gens. François Asselineau, 1500 personnes, quand on voit que tous les autres candidats, les gros, comme on dit, réunissent au moins 3000 personnes dans chacun des meetings. Je n'ai pas dit le contraire, mais encore une fois, les autres sont connus depuis des années. Ils sont connus, ils ont été ultra médiatisés. Moi, mais ça fait 10 ans, François Asselineau, que vous êtes à la tête de l'Union populaire républicaine. Oui, mais c'est exact, mais pendant 9 ans, 11 mois et 15 jours, je ne suis quasiment passé dans aucun grand média audiovisuel. C'est ça la difficulté. Donc j'ai une notoriété qui est quand même très, très inférieure à celle de quelqu'un comme Mme Le Pen, M. Mélenchon, M. Fillon. Ça, alors vous mettez ça sur le fait que la notoriété, que les médias n'ont pas été derrière vous, vous n'avez pas eu cette représentation. C'est pas votre programme, selon vous, qui fait qu'il n'y a peut-être pas l'adhésion que vous souhaiteriez aujourd'hui? Au contraire, moi je vois arriver des gens vraiment de tous les horizons, parce que le mouvement politique que j'ai créé est un mouvement de large rassemblement, d'ailleurs classé par le ministère de l'Intérieur au-dessus ou à côté du clivage droite-gauche, et de fait, nous avons des gens qui viennent absolument tous les horizons, avec peut-être d'ailleurs une majorité d'adhérents qui viennent de la gauche, et beaucoup d'abstentionnistes, d'anciens abstentionnistes qui me disent « Monsieur, vous nous redonnez goût à la politique parce que vous allez au fond des choses ». Justement, Monsieur Asselineau, qui sont vos électeurs potentiels? On le verra le soir du premier tour. On sait par exemple que pour François Fillon, il séduit beaucoup chez les retraités, notamment. Marine Le Pen, c'est plutôt les ouvriers, les employés. Emmanuel Macron, les classes moyennes, les urbains. Jean-Luc Mélenchon,
Mélenchon, peut-être les jeunes, comme Marine Le Pen d'ailleurs, et certains ouvriers également. Vous, qui sont vos électeurs? Écoutez, moi, ce que je vois, il y avait eu des sondages post-électoraux après les régionales qui avaient montré, d'après ce sondage post-électoral, que notre point fort, c'était les tranches de 25 à 35 ans, où on avait fait près de 1% au niveau national, mais 4% sur cette tranche d'âge. Donc on a effectivement, ça c'est un de nos points forts. Pour le reste, je crois que c'est vraiment, ça touche un petit peu tout le monde en définitive. On a des gens de tous les horizons, avec notamment, je le signale, beaucoup d'abstentionnistes et beaucoup de Français originaires de l'immigration. Vous en êtes pris récemment, Emmanuel Macron, durant le débat d'ailleurs sur BFM TV. En gros, vous lui avez dit, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde, vous? Honnêtement, c'est sorti comme ça. Ouais, j'avais pas prévu, mais parce que, écoutez, c'est vrai qu'il est toujours d'accord avec tout le monde, c'est un truc de marketing, bon, et c'est vrai que c'est sorti comme ça, j'avais pas préparé, mais ça a fait rire tout le monde, ce qui prouve que j'avais vigé. Vous remarquez, vous en avez fait d'autres, hein, depuis, vous l'avez comparé à un sèche-cheveux, hein, si je ne m'abuse. Mais oui, parce qu'un sèche-cheveux, vous savez, ça fait du bruit, ça consomme de l'énergie, ça brasse de l'air chaud, et tout ça pour pas grand-chose, en définitive. Mais pourquoi vous vous en prenez là, spécifiquement, j'allais dire, à Emmanuel Macron? Non, pas spécialement à M. Macron. Moi, je pense, par exemple, j'ai aussi dit, par exemple, que M. Mélenchon, à mon avis, comme Mme Le Pen, étaient des Tsipras français. C'est-à-dire que ce sont des gens qui font croire un certain nombre de choses, mais qui enfument les Français. Par exemple, M. Mélenchon, lorsqu'il laisse entendre qu'il va sortir de l'Union européenne, ça n'est pas vrai. Il ne le propose pas. Pourquoi chez lui, ce serait pas vrai et chez vous, ça le serait? Parce que vous voulez pour une raison très simple. Sortir de l'Union, sortir de l'euro, eux aussi. Vous n'avez pas la même méthode, mais vous voulez aussi. Non, Mme Le Pen, M. Mélenchon propose de renégocier les traités. Et ils savent pertinemment que ça n'est pas possible. C'est possible théoriquement, mais concrètement, ça n'est pas possible. Il faudrait mettre d'accord 28 États et 28 peuples. Il faudrait 56 accords unanimes pour modifier les traités au seul bénéfice de la France. Ça n'est pas possible. Est-ce que c'est pas plus faisable quand même, M. Asselineau? Parce que vous, c'est le Frexit sinon rien. Comment vous faites? Parce que vous ne proposez effectivement pas de renégocier les traités, mais en termes de faisabilité et en termes de, j'allais dire, le côté anxiogène aussi des choses pour les Français. Vous imaginez bien que... Mais pas du tout. Mais en quoi c'est anxieux? Écoutez, Madame Theresa May, vous croyez que les Britanniques sont anxieux? Non, mais ce qui se passe, ça a créé quand même un certain trouble. Oui, mais ça a fait un trouble. Mais actuellement, allez au Royaume-Uni, tout se passe très bien. Et tout se passe très bien. D'ailleurs, l'article 50 a été lancé par Madame Theresa May. Madame Theresa May, vous savez, ça n'est pas une extrémiste. Le grand peuple britannique est un grand peuple démocratique. Là où le Royaume-Uni reste ouvert sur le monde. Comment? Leur monnaie n'a pas changé. Ça ne m'a pas échappé, mais enfin... En revanche, ça, c'est quelque chose pour vous qui est incontournable. De comment? Vous, le retour aux francs, c'est incontournable. Oui, parce qu'on n'a jamais le temps d'approfondir cette question qui est grave. Et donc j'invite les personnes qui sont intéressées à aller sur notre site upr.fr, qui, soit dit en passant, est le site le plus consulté de tous les partis politiques français, encore un indice. Mais sur ce site, ils verront des analyses où on leur explique pourquoi l'euro est en train d'exploser. D'accord, voilà. Monsieur Asselineau, il y a un certain nombre d'économistes effectivement qui vont dans ce sens-là, mais les Français, ça leur plaît pas. Cette idée, elle leur plaît pas. Il y a eu des sondages, monsieur Asselineau, vous n'y croyez pas du tout. D'accord. Arrêtez avec... Attendez, qu'il y ait des Français qui craignent la sortie de l'euro, je le conçois parfaitement. Comme disait ma grand-mère, qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son. Ils n'ont entendu que des prophéties apocalyptiques. Moi, je suis français. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai également un petit peu d'assurance vie, etc. Donc je suis le premier à vouloir être prudent. J'ai été délégué général à l'intelligence économique à Bercy. On m'a reconnu depuis un certain temps, une capacité à voir loin et à faire des bonnes prévisions. D'accord, mais alors prenons un exemple très concret. Imaginons donc le retour en francs et la faisabilité. Comment les particuliers devront alors rembourser leur encours en euros ou en francs? En francs, de la même façon Ben oui, mais attendez... Sauf que sur le plan juridique, la question, elle est quand même ambiguë. L'euro est censé rester la monnaie des contrats libellés, même si un État a décidé de quitter la monnaie unique. Donc comment on fait? Non, en droit international, ça c'est absolument réglé. Ça s'appelle l'Alex Monetae. On remboursera dans la monnaie ayant cours légal. C'est exactement ce qui s'est passé quand on est passé du franc à l'euro. Des gens avaient des emprunts en francs, ils les ont ensuite remboursés en euros. Ils ont continué à les rembourser en euros. Et là, lorsqu'on passera de l'euro au franc, alors là, absolument certain, il n'y aura aucune modification sur les contrats, aussi bien de prêt que d'emprunt. Ça reste un saut dans l'inconnu, puisque pour l'instant, aucun pays n'est sorti de l'euro, donc il y a une part d'inconnu et donc une part d'inquiétude. Mais je comprends qu'il y ait une part d'inquiétude. Mais vous avez l'air assez déterminé et affirmatif. Il n'y aura pas de problème. Comment pouvez-vous être sûr qu'il n'y aura aucun problème de ce retour? D'abord parce que je sais. J'ai été délégué à l'intelligence économique, je connais mes dossiers, d'ailleurs on me brocarde parce que je connais trop bien, paraît-il, les dossiers. Je peux dire que, je ne dis pas que ça va être sans aucune difficulté. Par exemple, j'affirme en effet que le nouveau franc perdra à peu près 5 à 10% de sa valeur par rapport au cours pivot vis-à-vis du dollar. Beaucoup d'économistes parlent de 20%, M. Asselineau. Non, ça sera... Mais vous savez, l'euro
a baissé de 25% par rapport au dollar au cours des 3 dernières années. On n'en a pas fait toute une affaire. Donc moi, effectivement, le franc se dépréciera un petit peu, mais ça va être un formidable avantage, une formidable bouffée d'oxygène pour nos exportations, et il y aura de la création d'emplois. Parce que ce qui est très important et qu'il faut que les Français comprennent, c'est que si on continue les politiques que l'on a depuis 15 ou 20 ans, on va avoir les mêmes résultats. Il n'y a aucune raison pour que ça change. Monsieur Fillon a eu un bilan catastrophique. Si on élit Monsieur Fillon, on aura les mêmes résultats. Moi, en sortant de l'euro, nous allons faire baisser de 1 à 2 millions le nombre de chômeurs de catégorie A en l'espace de 2 ans. C'est ce que vous prévoyez. L'engagement solennel. Camille. Sur François Fillon, justement, il a parlé dans le journal qu'on vient d'entendre d'autorité morale. Il a assuré qu'il aurait l'autorité morale pour mettre en œuvre ces réformes notamment. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que François Fillon a l'autorité morale aujourd'hui pour mettre en application son programme? Non, je ne pense pas qu'il ait l'autorité morale. J'ai vu d'ailleurs qu'il disait qu'il fallait dire la vérité aux Français. La vérité aux Français, c'est que M. Fillon, je ne parle pas de ses affaires personnelles. La vérité, c'est que M. Fillon, pendant 5 ans, il a été co-responsable de la gestion de la France avec M. Sarkozy. Il nous a laissé 500 milliards d'euros de dettes publiques supplémentaires, 1 million de chômeurs en plus. Quant à son propre parti politique, les Républicains, c'est un parti qui est en faillite. Ils ont une situation bilancielle nette négative de 29 milliards d'euros et ils ont 67 millions d'euros d'endettement. Nous, à l'UPR, nous avons 0 euros d'emprunt bancaire. La façon dont on gère son propre patrimoine ou son propre parti politique en dit long sur la façon dont on gérera la France. Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire, monsieur Asselineau, à la veille du second tour? Si vous n'y êtes pas, admettons, c'est quand même une hypothèse. Qu'est-ce que vous allez faire? Il va falloir glisser un bulletin dans l'urne. Ce ne sera pas pour François Fillon. Est-ce que vous savez qui va être au deuxième tour? Est-ce que vous êtes prêt à mettre votre main à couper? Non, mais admettons. Nul ne le sait. On fait des hypothèses. Non, mais oui, mais d'accord. Si on a Macron face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Écoutez, tout ça, ce sont des hypothèses. Moi, j'ai pas envie de parler d'hypothèses. Moi, ce que je sais, c'est qu'actuellement, si vous allez sur Internet, si vous parlez dans la rue, vous avez actuellement une dynamique pour M. Mélenchon et une dynamique pour M. Asselineau. C'est ça la vérité. Voilà. Et puis, pour le reste, et les autres, ils ont... je ne suis pas sûr que beaucoup des grands candidats, entre guillemets, aient une si forte dynamique que cela. Monsieur Asselineau, je reviens, sur cette dynamique dont vous faites état, mais comment ça se fait qu'on la voit pas, cette dynamique? Alors, pourquoi elle ne se traduit pas dans les sondages? Mais on la voit partout, sauf dans les sondages. Mais c'est ça le problème. Mais vous savez, les sondages... Attendez, les sondages... Non, mais les sondages se sont trompés sur le Brexit. Ouais. Les sondages se sont trompés sur Donald Trump. Les sondages se sont trompés sur la primaire des Républicains et se sont trompés sur la primaire du Parti Socialiste. Donc, à la limite, je suis assez satisfait de voir que les sondages, actuellement, me donnent des mauvais résultats, puisque je pense que je vais justement faire démentir les sondages. Vous savez, il y a 55% des Français qui ont voté non au référendum de 2005. Ils ont compris qu'il n'y avait pas eu de renégociation possible des traités, et ces 55% des Français, ils peuvent avoir leur revanche en votant pour moi. Monsieur Asselineau, vous proposez de quitter l'OTAN et de redonner tout son pouvoir à l'ONU. Oui. Je voudrais vous interroger sur l'extrait sonore qu'on a entendu, la réaction de Bachar el-Assad. Il a pris la parole pour la première fois aujourd'hui, après le drame, l'attaque chimique de Khan Cheikhoun dans le nord du pays. Il est ferme. Nous ne possédons pas d'armes chimiques. C'est une fabrication à 100%, dit-il. Vous le croyez ? Moi, je suis comme saint Thomas. C'est-à-dire que j'attends qu'il y ait une enquête internationale. Je trouve par exemple que la position actuelle de la Chine est très sage. Elle veut une enquête internationale. En tout cas, ce qui n'est pas sage, c'est de se lancer immédiatement derrière les États-Unis d'Amérique qui ont commis un acte illégal au regard du droit international. Nul État n'a le droit d'intervenir seul pour aller bombarder un autre et de se poser comme le gendarme du monde. D'ailleurs, on me dit, je vais vous dire quelque chose. Donc vous dites quoi? Vous dites aujourd'hui, Bachar el-Assad, c'est quelqu'un avec qui on doit discuter, on doit se mettre autour de la table. Vous savez, c'est ce que disait le président des États-Unis il y a 10 jours. Effectivement, une volte-face qui a beaucoup surpris, malgré les centaines de morts de ce drame la semaine dernière. Mais écoutez, moi je ne sais pas qui est responsable de cette affaire. Il faut d'abord qu'il y ait une enquête internationale. D'accord, mais les ONG, par exemple, elles sont sur place. Les médecins, on en a fait venir en plateau. On a vu ça. Regardez, vous vous rappelez en 2003, les armes de destruction massive de Saddam Hussein? En fait, elles n'avaient jamais existé. Ce sont les États-Unis eux-mêmes, 6 mois après, qui l'ont reconnu, sauf qu'entre-temps, il y a eu 1 million de morts qui ont été créés en Irak. Monsieur Asselineau, alors comment vous expliquez que la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, elle remonte à 1993, la Syrie a mis 20 ans, 2013, pour la ratifier. Oui, mais soit un mois après l'attaque de la Ghouta, vous vous en souvenez, qui avait fait des centaines et milliers de morts. 20 ans. Oui. Ça vous fait pas douter un petit peu? Oui, non, parce que, écoutez, c'est pas le seul pays qui l'a fait, mais je suis pas l'ambassadeur de la Syrie. Par exemple, vous parlez du massacre de la Ghouta. Ouais. Il y a eu un rapport du MIT, Massachusetts Institute of Technology. Je sais que vous y faites référence. Mais oui, qui a dit que très probablement ça venait des rebelles. Moi, je dis qu'il faut là-dedans
appliquer le droit international. D'ailleurs, je voudrais vous dire quelque chose. On me dit souvent que je suis anti-américain parce que je reproche aux États-Unis d'intervenir unilatéralement contrairement au droit international. Mais moi, je vois loin. Un jour viendra peut-être, dans 20 ans ou dans 50 ans, où les États-Unis ne seront plus la première puissance mondiale, militaire. Ça pourrait être la Russie ou la Chine. Je ne veux pas plus que la Russie ou la Chine, dans 20 ou 30 ans, agissent comme les États-Unis. On doit tous respecter la charte de l'Organisation des Nations Unies. La Russie agit déjà quand elle intervient en Crimée sans respecter le droit international. Oui, mais attendez. Et le Kosovo et le Sud-Soudan, les référendums qui ont eu lieu dans ces conditions sont exactement les mêmes que les référendums qui ont eu lieu en Crimée. Sur 2003, François Asselineau, la France n'est pas intervenue. Justement, on se souvient évidemment du discours de Dominique de Villepin. Pourquoi la France, aujourd'hui, demande une résolution de l'ONU, justement, pour intervenir? Parce que malheureusement, la France n'a plus... Excusez-moi, moi j'ai été dans des cabinets ministériels du temps de Jacques Chirac. J'ai accompagné Jacques Chirac. Oui, j'ai accompagné Jacques Chirac au Japon, en Chine, en Amérique latine. J'estime que la France était mieux dirigée du temps de Jacques Chirac qu'elle ne l'est du temps de François Hollande. Et je pense que je ne suis pas le seul Français à le penser. Comment vous observez justement depuis 48 heures les sorties de François Hollande, d'abord dans la presse écrite? Je pense que c'est une... Maintenant, il est clair qu'il est un soutien de M. Macron. M. Macron est soutenu par M. Valls et par M. Hollande. Donc c'est voilà, les Français maintenant sont avertis de ce à quoi ils peuvent s'attendre. C'est-à-dire ? C'est-à-dire la poursuite de ce qu'ils viennent de subir pendant 5 ans. Je pense personnellement que M. Macron ne va pas du tout, par exemple, ne va pas du tout faire les scores qui nous sont annoncés par les sondages. Alors, Emmanuel Macron, en tout cas, il a déjà prévu pour son avenir politique, s'il n'est pas élu, lui ne sera pas candidat aux législatives. Je trouve ça assez scandaleux parce que ça veut dire que les gens qui travaillent pour lui, les gens qui se mobilisent pour lui, il dit en définitive, bon, moi, si je ne suis pas le roi, je vous laisse tomber. C'est incroyable. Bah non, il a dit quand même qu'il défendrait les couleurs des candidats qui sont dans toutes les circonscriptions. Il va briller la chemise quand même. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Vous, monsieur Asselineau, si par hasard vous n'étiez pas au second tour, quel est votre avenir? Quel serait votre avenir? Écoutez, moi j'ai créé à partir de rien, tout seul. Alors je suis un Français comme tout le monde, sans aucun soutien médiatique, sans aucun soutien financier, sans aucun soutien politique. J'ai créé un mouvement politique qui maintenant est sans doute le 4e en nombre d'adhérents et qui est en croissance verticale. Moi j'ai mouillé ma chemise depuis 10 ans et je continuerai à mouiller ma chemise parce que je ne fais pas de la politique par vanité personnelle, je le fais parce que notre pays est en train vraiment de s'enfoncer dans le désastre. Donc vous serez candidat aux législatives? Si nécessaire, je le serai. Si par exemple je ne suis pas élu, et si nécessaire, je le serai parce que vous savez, quelqu'un qui est à la tête d'un parti politique doit montrer l'exemple à tout le monde. Et c'est ça qui se passe en ce moment à l'UPR. Pourquoi il y a un tel dynamisme? Parce que je montre l'exemple. Camille Anglade, dernière question. Vous le seriez où candidat aux législatives? À Paris? Ça, on verra. Vous parlez souvent de votre appartement parisien. Non, j'en parle pas. Simplement, j'ai noté, moi, que j'ai dit la vérité sur mon patrimoine, alors que je vois que d'autres candidats, M. Macron, par exemple, qui paraît-il gagnait 3 millions d'euros par an, semble-t-il, il n'a rien mis de côté. Alors, soit il a menti et c'est illégal, soit il a dit la vérité et c'est un mauvais gestionnaire comme M. Fillon. On notera que vous ciblez beaucoup plus Emmanuel Macron pour l'attaquer que Marine Le Pen. Oh ben Madame Le Pen, je l'ai tellement attaquée, vous savez, et Monsieur Mélenchon aussi. Non, écoutez, si j'étais plutôt d'un côté ou d'un autre, moi j'aurais fait alliance avec les uns ou les autres. Mais il n'y a que moi qui propose le Frexit. Il n'y a que moi qui propose aux Français de rassembler les Français au-delà du clivage droite-gauche pour sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN et pour donner à tous les gens qui ont voté non en 2005 leur revanche. Merci François Asselineau d'être venu ce soir en direct sur BFM TV.